Merci. Bien écoutez, moi qui ai encore une dernière question. Oui, alors monsieur, allez-y. Tenez, je vous donne ce micro. Moi, j'ai une question, peut-être monsieur Lassalle, vous pourrez y répondre. J'ai l'impression, quand je vois des pays comme, je sais pas, la Hollande ou la Belgique, qui aussi dans l'histoire font qu'ils ont à parler plusieurs langues, qui parlent donc souvent trois langues, puisqu'ils parlent déjà les deux langues de leur pays, plus ensuite l'anglais. J'ai l'impression qu'en France, cela dit, contrairement à ces pays-là, il y a une réticence par rapport à l'apprentissage des langues souvent. J'ai l'impression que je ne sais pas si vous vivez ça dans l'entreprise, mais quand j'étais à Berlin en stage il y a 6 mois et que je vois la boulangère qui va parler parfaitement anglais, qui va parler même parfois italien aussi. Enfin, c'est pas la majorité des gens non plus, mais j'ai l'impression que c'est plus le cas qu'en France. Et j'ai l'impression vraiment qu'en France, on est un peu réticent face à l'apprentissage des langues. Donc, je ne sais pas qui. Voilà. Oui, non, mais je peux confirmer vos propos. En tout cas, le groupe que je vous ai décrit, plurilingue, pluriculturel, est un groupe belge. Ce n'est pas un groupe français. Voilà. Donc c'est un groupe belge. Je pense que les groupes français auraient eu une autre approche que celle que je vous ai décrite. Une approche totalement différente, y compris au niveau du management et de, par exemple, l'envoi de directeurs français dans les pays. Donc cette approche, effectivement, est une approche particulière. Et je confirme effectivement vos propos. Je vais ajouter quelque chose. Vous avez parfaitement raison. Il y a des raisons historiques. Elles sont connues, ou si elles ne sont pas assez, on peut très très rapidement les rappeler. La monarchie, et surtout la Première République, qui ne s'est pas appelée comme ça parce qu'elle se croyait éternelle, c'est-à-dire la Révolution, ont rencontré le problème des langues de façon extrêmement grave. Lorsque l'abbé Grégoire est envoyé par la Convention montagnarde faire un tour de France pour voir les langues qui se parlent, l'abbé Grégoire était le plus radical des révolutionnaires. Il n'a jamais été inquiété. Il a continué à porter soutane. Les gens l'aimaient et le respectaient, en pleine terreur quand tant de gens, j'allais dire, perdaient la tête. Enfin, l'abbé Grégoire n'a jamais été inquiété. Tout le monde avait le plus grand respect pour lui parce que c'était un véritable révolutionnaire. Il va faire un tour de la France et il rapporte ces paroles célèbres que je cite mal de mémoire. La contre-révolution parle en breton, les ennemis de la République parlent en occitan, les amis de l'émigration et de l'aristocratie parlent en basque, les amis du roi et les ennemis de la Révolution parlent en allemand, manière méprisante de désigner Alsacien, ou en italien, manière méprisante alors de désigner le Corse. En d'autres termes, pour les montagnards, pour la Convention, au moment le plus tendu de la terreur, les langues régionales, hélas pour elles, comme amoureux des langues depuis l'enfance, je les adore autant que n'importe lesquelles. Je ne veux pas non plus justifier la Révolution, mais elles ont eu le tort d'être les vecteurs d'un discours anti-républicain. Et à ce moment-là, c'était très grave. Pourquoi? Parce que tenir un discours anti-républicain, c'était tenir le discours des ennemis de l'Europe entière, surtout après le 23 janvier 1993, exécution de Louis XVI, de l'Europe des monarchies, tout entière coalisée contre la Révolution. Si un général brillant, extrêmement doué, a pu un jour devenir un très puissant potentat, c'est parce que les militaires de talent étaient les seuls capables de sauver la Révolution. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire de la République. Donc les langues régionales, malheureusement, si elles sont aujourd'hui, je ne dirais pas moribondes, mais en état précaire, c'est pour des raisons historiques. La monarchie avait commencé déjà à leur porter des gros coups de boutoir, mais la République, la Première République, l'a fait de façon, hélas, je ne dirais pas définitive, mais très grave. Dernière chose que je voulais dire, juste dans l'optique de ce que disait ce cher André Wolf, c'est André Wolf, Alexandre Wolf, veuillez m'excuser, c'est ceci, c'est que je n'ai pas parlé de l'OIF, mais il l'a très bien fait, mieux que je n'aurais pu le faire alors que ça m'intéresse beaucoup depuis longtemps et que j'ai beaucoup écrit dessus. L'OIF, contradictoirement, vous l'avez dit un peu vite, mais il faut le souligner, n'est pas une affaire française. C'est ça le paradoxe du français. Les 77 pays et gouvernements, dont le Québec, la Suisse romande, la Belgique wallonne, etc., qui sont membres de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, ce sont des pays qui ont fondé l'OIF quand? Au moment où le général de Gaulle et son gouvernement signaient avec ces pays les accords d'indépendance. Par conséquent, de Gaulle qui est venu les voir et qui leur aurait dit, à sa manière, la France, à laquelle il s'identifiait volontiers, comme vous savez, approuve votre création et espère que vous réussirez. Et puis, il a tourné les talons. Pourquoi?
Parce qu'en 1962-63, au moment même où on négociait les accords d'indépendance avec toute l'Afrique, le Maghreb et la partie de l'ancienne Indochine, qui est aujourd'hui le Laos, et le Cambodge et d'autres, et le Vietnam, à ce moment-là, si le gouvernement français s'était engouffré dans l'histoire de la francophonie, il aurait immédiatement été soupçonné de s'en servir comme d'un levier néocolonial. De Gaulle, qui avait un sens politique aigu, s'en est bien gardé. C'est pour ça que, paradoxalement, et heureusement pour le français, l'OIF, l'organisation qui promeut, soutient, aide, illustre le français, est une affaire très peu française. C'est ça le paradoxe. La France, qu'est-ce que c'est? C'est le berceau historique, mais ce n'est pas le propriétaire exclusif de la francophonie. Et je dirais une dernière chose aussi dans l'optique de ce qu'a dit ce cher Alexandre, c'est que, certes, il est vrai que l'énorme démographie galopante de l'Afrique promet un brillant avenir aux Français, mais à condition que la France cesse d'étaler au monde sa haine de sa propre langue. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous en êtes aperçu? Vous l'avez dit, vous avez une allusion. En ce moment même, l'Académie française, je ne dis pas qu'il faille s'incliner religieusement devant son autorité, enfin bon, l'Académie française, les revues Défense de la langue française, Avenir de la langue française, d'innombrables organismes qui n'arrêtent pas de me solliciter pour faire un article dans Le Monde, sont en train de se révolter contre un projet de Mme Fioraso. Bon, la pauvre Fioraso, c'est un projet du gouvernement qu'elle va présenter au mois de mai, au terme duquel l'anglais va venir en force, en trombe, à tous les niveaux dans les universités. Ce qui veut dire que le risque pour l'Afrique et pour le reste de la francophonie, c'est que si la France, bien qu'elle ne soit, comme je viens de le rappeler, qu'une simple partie prenante, et non la fondatrice, heureusement pour le français, de la francophonie, si la France, tout de même berceau historique, se comporte comme un pays animé d'une véritable détestation de sa propre langue, par amour snob, complètement snob, de l'américanisation, alors les masses africaines, elles auraient quelle raison de continuer à adhérer aux Français? La seule lueur d'espoir que j'ai, c'est une parole étonnante que me dit un jour le directeur du Salon du Livre de Beyrouth, il y a 3 ans, où j'étais invité. Je lui dis ce que je vous dis. Je lui dis, vous savez, monsieur, les Français s'en foutent du français. Ils le détestent même. Pas tout le monde, pas les masses, mais une partie des élites intellectuelles, pas toutes, pas moi-même, pas beaucoup de mes collègues et amis, mais une bonne partie, détestent le français. Savez-vous ce qu'il m'a répondu sereinement? Vous inquiétez pas, monsieur Agege. Si la France abandonne le français, nous, on sera toujours là pour le promouvoir. C'est peut-être ça l'avenir du français. C'est pas de la France actuelle qu'il faut l'attendre. Merci.